Monsieur Riondé, bonsoir. Bonsoir. On est là donc avec l'association À propos pour votre conférence que vous donnez ce soir donc sur les perturbateurs endocriniens. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants et surtout quels enfants laisserons-nous à notre terre? C'est un titre un petit peu provocateur. On va y revenir dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quelques mots sur votre parcours, sur le fait que vous soyez ici à cette présentation? Je viens de Poitiers, je suis professeur de biologie et depuis bientôt 30 ans préoccupé par les questions qui croisent des thématiques scientifiques et des thématiques sociétales. Et donc, avec quelques amis, dans le cadre d'une association, nous nous sommes préoccupés il y a une dizaine d'années de développement durable, puis nous nous sommes intéressés à la question des nanotechnologies et plus récemment à la question dite des perturbateurs endocriniens. Alors justement, cette conférence, elle parle de ça ce soir. Qu'est-ce que c'est que des perturbateurs endocriniens? Depuis maintenant une vingtaine d'années, les scientifiques observent une recrudescence, ou plutôt une augmentation d'un certain nombre de maladies à l'échelle de la planète. Maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2, cancer, etc. Lorsqu'on cherche les causes, on pense évidemment à la génétique, à l'alimentation, au stress de la vie moderne, mais quand on a fait le tour des hypothèses possibles, on s'aperçoit qu'elles n'expliquent pas tout. Et à partir des années 85-90, à partir d'observations dans le monde animal, des biologistes ont émis l'hypothèse que des molécules de notre environnement pouvaient modifier, leurrer, perturber le bon fonctionnement de nos hormones. D'où le nom de perturbateurs endocriniens, puisque endocrine et hormones sont deux mots synonymes. Est-ce qu'on a une idée de l'impact, enfin de l'importance de ces perturbateurs sur justement ces maladies que vous venez d'évoquer? Est-ce que dans quelle proportion ils sont présents aujourd'hui dans la responsabilité du développement de ces maladies? En matière de médecine ou de biologie, il est difficile d'établir une preuve comme en mathématiques ou en physique, on démontre un théorème. Oui. Bien souvent, en médecine, ou de manière générale dans le domaine de la santé, il faut de longues années pour avoir une véritable preuve. Que l'on pense par exemple au cas de l'amiante ou du distilbène, pour lesquels il a fallu plusieurs décennies avant d'admettre finalement ce qui était la réalité. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui il y a plusieurs grands domaines dans lesquels les perturbateurs sont fortement suspectés. Il s'agit des cancers, il s'agit de l'épidémie d'obésité, il s'agit de l'asthme et des allergies, et il s'agit de la procréation. Dans ces quatre domaines, on s'aperçoit que les modifications, les perturbations, les maladies sont telles qu'il faut absolument que d'autres mécanismes explicatifs soient mis en jeu. Et on l'a bien vu, notamment dans la nature, où, sur le plan de la procréation, des molécules chimiques avaient une incidence directe sur le bon fonctionnement des organes génitaux des animaux. Vous parlez d'ailleurs d'une crise sanitaire silencieuse. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Le fait qu'elle soit qualifiée de silencieuse, c'est rampante, qu'est-ce qui la définit? Crise sanitaire silencieuse parce que ça fait, entre guillemets, moins de bruit que lorsqu'on dénombre des centaines de morts à l'occasion d'un conflit. Et pourtant, c'est bel et bien une crise sanitaire. Songeons qu'à l'échelle de la planète, il y a aujourd'hui plus de personnes qui souffrent d'obésité, de surpoids, de maladies métaboliques, que de personnes qui souffrent de malnutrition. Et on ne fait pas, j'allais dire, de scandale tous les jours. Ça ne fait pas les gros titres de la presse. Et pourtant, c'est bel et bien une réalité. En France, on considère qu'aujourd'hui, un homme sur deux et une femme sur trois sont concernés par le cancer. Ça ne fait pas les gros titres de la presse quotidienne ou de la presse nationale, et pourtant, ça devrait. Donc, on a bel et bien affaire à une crise sanitaire, mais hélas, passée sous silence, ou en tout cas, pas assez mise sur le devant de la scène, pas assez médiatisée, et c'est pour ça que je suis très content que cette conférence ait lieu ce soir à Limoges. Ces substances chimiques dont vous parlez, elles se trouvent où dans notre environnement au quotidien? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples très concrets en fait? Alors, il y a
plusieurs familles de molécules. Il y a les phtalates qu'on va retrouver dans les plastifiants, les rideaux de douche ou d'autres gadgets en plastique. Il y a bien sûr le fameux bisphénol A qui normalement est interdit dans le biberon des enfants, mais qu'on retrouve dans d'autres contenants alimentaires. Il y a les parabènes qu'on peut retrouver par exemple dans des cosmétiques ou des shampoings. Il y a les fameux perfluorés qu'on retrouve notamment dans les produits en téflon. Et donc ces produits toxiques vont se retrouver aussi bien dans des aliments, des contenants alimentaires, des cosmétiques, des détergents, des produits d'entretien et bien sûr dans les pesticides, puisque les pesticides et de manière générale les phytosanitaires contiennent énormément de substances extrêmement toxiques. Et c'est normal, puisque pour la plupart, ce sont des produits destinés à tuer des êtres vivants. Les herbicides, c'est pour tuer l'herbe. Les fongicides, pour tuer les champignons. Donc, si ce sont des produits toxiques pour tuer des êtres vivants, comment n'aurait-il pas d'incidence sur notre propre santé humaine? Donc finalement, vous êtes en train de nous décrire une situation dans laquelle on serait un peu cerné au quotidien par toutes ces substances. C'est pour ça qu'on parle d'effet cocktail, en fait. Pendant longtemps, on a raisonné selon un paradigme simple, la dose fait le poison. On pensait qu'en dessous d'un certain seuil, on ne risquait rien ou pas grand-chose. Et une scientifique américaine, Theo Colborn, a essayé de mettre en avant ce qu'on a appelé par la suite l'appel de Wingspread, où elle essaye avec d'autres médecins et biologistes de dire un poison, plus un poison, plus un poison, ça peut avoir une efficacité redoutable, une efficacité accrue, d'où cette notion d'effet cocktail. Parce qu'on ne sait pas dans l'organisme comment ces substances chimiques interagissent entre elles et on craint qu'elles aient une efficacité encore plus importante. D'accord. Et quels moyens on a assez concrets, nous déjà en tant que citoyens, pour commencer à changer la donne? J'ai presque l'impression que c'est de l'ordre d'une révolution, mais j'imagine qu'il y a des premiers pas avant d'entamer une révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer de modifier cette situation et puis l'issue finalement qui nous amène à encore plus de maladies, encore plus de difficultés? Alors, je crois qu'il faut essayer de raisonner à plusieurs niveaux. Il y a évidemment l'échelle individuelle. S'informer, se documenter, faire attention à ce que l'on consomme, aux produits qu'on utilise, limiter l'usage du plastique, privilégier les contenants en verre, faire attention aux aliments cueillis à proximité. Et puis, il y a le niveau citoyen d'interpellation. On peut se regrouper, agir dans une association, demander des comptes aux élus, savoir si dans la cantine municipale, on développe l'alimentation biologique, demander aux maires ou aux services techniques s'ils réduisent l'utilisation de produits phytosanitaires pour entretenir les espaces verts. Et puis tout ça ne suffira pas. Il faut aussi une action politique, c'est-à-dire dans le sens noble du mot, une action au niveau de la cité, au niveau des décideurs, au niveau des élus, par exemple pour réorienter l'activité agricole française. Est-ce qu'il est normal qu'on continue en France à subventionner une agriculture intensive dont on connaît les conséquences néfastes pour l'emploi, comme pour la santé, comme pour l'environnement? On pourrait très bien imaginer des aides des pouvoirs publics pour favoriser les circuits courts, pour favoriser le maraîchage biologique, pour favoriser le développement des AMAP, pour développer une agriculture respectueuse de l'environnement et des humains. Et puis il y a aussi le domaine de la recherche, car on sait que la biologie, la médecine et plus particulièrement le volet toxicologie ou épidémiologie sont relativement peu soutenus. Donc c'est aussi important qu'à ce niveau-là, il y ait des moyens supplémentaires. Et une piste, c'est d'écrire comme vous le faites, puisque vous avez, je vois, un de vos ouvrages à la main. Vous pouvez nous en dire simplement quelques mots. C'est l'un des derniers de ceux que vous avez écrits, je crois. Voilà. C'est un roman, oui. À demain sous l'arc-en-ciel, qui, à travers l'histoire romanesque de Raled Bobin, ouvrier agricole, eh bien, à travers cette histoire, on va découvrir
ce que sont les perturbateurs endocriniens. On va découvrir les difficultés de Raled pour procréer, parce qu'on se rend compte au bout d'un certain temps qu'il est devenu hypofécond, vraisemblablement lié à son activité d'employé agricole. Et chemin faisant, à travers les personnages hauts en couleur qui finalement témoignent d'une grande humanité, on en sait un peu plus sur cette question-là. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous pour toutes ces précisions, ces informations très très complètes. Merci et à très bientôt. Bonsoir.